Bonjour à toutes et tous. Le docteur Hussam Abou Safiya, directeur du dernier hôpital au nord de Gaza, arrêté fin décembre 2024 lorsque cet hôpital, après avoir été bombardé à de nombreuses reprises, a été évacué par l'armée israélienne. Ce médecin pédiatre est aujourd'hui en danger de mort. Après 18 mois de torture et de mauvais traitements, son avocat a pu le rencontrer récemment et, je cite le rapport de l'Association médicale mondiale, le docteur Hussam Abou Safiya souffrait à ce moment-là, au début de ce mois, de perte de conscience intermittente. Il avait perdu autour de 40 kilos. Il présentait des blessures autour des yeux, des oreilles, du cou et de la tête et souffrait, qui plus est, d'une arythmie cardiaque. Autrement dit, son état de santé est absolument catastrophique. Je reçois aujourd'hui 3 représentants d'un collectif d'associations de médecins, association auquel s'est jointe aussi l'Union juive française pour la paix, qui s'est rendue récemment auprès du ministère des Affaires étrangères à Paris pour intervenir et essayer de sauver le docteur Hussam Abou Safiya. D'un côté, le professeur Jean-Louis Chabernaud, pédiatre à Paris, le docteur Cyril Venet du CHU de Grenoble, qui est avec nous donc en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Et le docteur du centre hospitalier de Bourges, Imad Mahfouz, qui est là aussi, je l'espère. Bonjour. Merci à tous les 3 d'être ici. On peut peut-être commencer en revenant sur cette intervention donc par ce collectif d'associations, le Syndicat national des médecins hospitaliers de force ouvrière, l'Association des médecins urgentistes de France, je crois aussi un syndicat CGT des médecins. Cette délégation donc s'est rendue le 24 juillet 2026 à Paris. Elle a rencontré non pas le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, mais la sous-directrice à l'Égypte et au Levant, pour donc faire état de ces informations absolument alarmantes autour du docteur Hussam Abou Safiya et pour demander une intervention française. Quelles ont été, c'est peut-être la première question que je vous poserai, professeur Chabernaud, quels ont été les retours? Comment est-ce que a été accueilli votre démarche? Alors d'abord, je vais préciser que moi, je suis mandaté par le syndicat national des pédiatres des établissements hospitaliers, dont je suis le fondateur et je suis encore vice-président, et je suis joint avec l'ensemble des autres syndicats dont vous avez parlé. Était présente d'ailleurs aussi Mathilde Panot, qui est la responsable des députés LFI, qui nous accompagnait et qui représentait du coup d'une certaine façon la représentation nationale, ce qui donnait une valeur importante à cet échange. Alors cet échange, il a été très solennel, puisque chacun d'entre nous nous sommes exprimés sur l'urgence absolue qu'il y a à ce que ce collègue soit libéré. Vous l'avez dit, il est malade, il a une dénutrition majeure et on craint que les sévices physiques réguliers qu'il subit entraînent éventuellement sa mort prochaine. Vous dites dans le communiqué qu'en fait la prolongation de sa détention est en fait une sorte de condamnation à mort. Voilà, c'est ça. Ça pourrait aboutir à une condamnation à mort que de ne pas essayer d'obtenir cette libération. Et il est vraiment en grand danger. Donc c'est important que nous, on se soit joints et qu'on se soit exprimé collectivement. Alors on a eu en face de nous une représentation partielle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais qui nous a dit en gros, on a nous peu de solutions, on essaye de faire ce qu'on peut dans le cadre de l'Europe, on essaye de faire que le CICR puisse intervenir, parce que ça aurait été un moyen important la Croix-Rouge, pour le secourir. Voilà, la Croix-Rouge, effectivement. Et donc, on a été très déçus par ces réponses, puisque finalement, elles ne proposent rien de vraiment autre que ce qui a été fait jusque-là. Et on a l'intention de continuer à faire un certain nombre de démarches. On a eu l'impression que d'autres collègues d'autres pays francophones se mettaient aussi à agir. On a vu passer un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on va intensifier notre action après cette première démarche qui peut paraître décevante, mais qui a quand même eu le mérite de poser les questions crûment
et de nous permettre de vraiment cerner ce qu'il faut faire. Dans votre communiqué, vous dites qu'il vous a été répondu qu'en réalité, la Croix-Rouge internationale, donc le CICR, n'a pas accès aux prisonniers détenus sans jugement par l'État d'Israël, aux otages en quelque sorte, depuis plus de 2 ans, et ce, en violation d'une loi israélienne, ou plus exactement d'un arrêt de la Cour suprême israélienne. Oui, je crois qu'effectivement, il y a une espèce de contradiction entre tout ça. Mais enfin, à mon avis, ça, c'est purement formel. Je pense qu'en réalité, l'État d'Israël n'a aucune intention de le libérer et continue à lui taper dessus et à le garder en prison. Je vous rappelle aussi que pendant ce temps-là, alors qu'on prétend qu'il y a le cessez-le-feu, un enfant par minute meurt, un enfant palestinien meurt toutes les minutes. Donc, si vous voulez, on est dans une démarche qui a une extension plus importante, d'ailleurs, que finalement libérer notre collègue. Je pense que c'est aussi essayer d'obtenir des modifications et une prise de conscience internationale que tout ça, c'est un tout. Alors, le cas de Hussam Abou Safia est particulièrement parlant et emblématique. Sa situation est catastrophique, son état physique qu'on a évoqué. Par ailleurs, il y a cette image assez extraordinaire qui a été, cette photo qui a été faite le 27 décembre, où on le voit. C'est ça, se dirigeant vers un char. C'est la dernière image qu'on a de lui, avant l'image où il est complètement dénutri et que, d'ailleurs, l'État d'Israël a essayé de cacher récemment. On le voit aller jusqu'au char qui va l'emmener et là il disparaît. Il n'avait refusé de quitter cet hôpital Kamal Adwan, donc au nord de Gaza, alors qu'il était très régulièrement bombardé. Son propre fils a été tué devant l'hôpital, puisqu'il avait fini par emménager avec sa famille dans l'hôpital pour continuer à soigner en particulier les enfants. Donc évidemment, c'est une figure majeure. Mais il y a, je crois, rien que pour l'hôpital Kamal Adwan, une quinzaine de médecins qui sont encore en détention, voilà, sans jugement. On a une liste et des photos de ces 15 autres collègues qui sont dans la même situation. C'est un peu emblématique qu'on essaie de libérer Hussam Abou Safia parce qu'il a été effectivement, comme vous l'avez dit, particulièrement héroïque et en plus il s'est conduit en médecin, en pédiatre, en médecin aussi d'adultes pour certaines femmes de la maternité et responsable de son hôpital jusqu'au bout, même devant effectivement les chars et l'armée israélienne qui est quand même une des plus sévères du monde. Donc c'est quand même quelqu'un qui est emblématique. Vous parlez de la question des enfants. Il est d'autant plus emblématique, lui, qu'il est pédiatre. Or, on voit bien qu'il y a quelque chose de particulier qui concerne les enfants dans les opérations israéliennes à Gaza. Et c'est à mettre en relation, évidemment, avec une forme d'angoisse démographique, une forme de compétition démographique qui structure la situation en Palestine-Israël. D'ailleurs, on sait par ailleurs que beaucoup d'hommes emprisonnés palestiniens se sont fait prélever du sperme pour essayer d'avoir peut-être, en l'envoyant à leurs épouses qui sont à l'extérieur, pour pouvoir peut-être espérer avoir d'autres enfants. Donc il y a une espèce d'espérance comme ça, un peu délicate à comprendre, mais qui me paraît vraiment symptomatique d'un espoir que peut-être on va pouvoir faire évoluer les choses autrement. Une forme de réflexe de survie collective, de survie, de combat fondamental. Contre l'extermination. Bien sûr, l'extermination délibérée actuelle. Docteur Imad Mahfouz, donc du centre hospitalier de Bourges, quel est votre point de vue sur cette situation ? Vous faites vous-même partie du collectif qui s'est constitué en faveur de Hussam Abou Safia et plus généralement des médecins qui sont détenus et maltraités dans les prisons israéliennes. Alors, ça a été dit que la réunion percée n'a pas donné des réponses à la hauteur de l'urgence de la situation de Dr Abou Safia. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux et dans les télévisions. Elles sont impressionnantes de ce monsieur qui est en train de dépérir, voire qui subit d'une façon sadique des tortures continuellement. Dans les nouvelles récentes, il avait été mis en isolement dans une cellule d'isolement dans la prison de Ofer.
Qui est une prison militaire. Oui, tout à fait. Donc, on n'a pas reçu les réponses qui sont à la hauteur d'un pays défenseur des droits de l'homme comme la France. D'ailleurs, on est face à une situation maintenant d'un État qui s'est complètement affranchi du droit international et il l'affiche haut et fort et il ne s'en offusque pas. Dans ces prisons, depuis 2023, on relève au moins une centaine de morts en prison pour des gens qui étaient incarcérés en bonne santé. Plus de 100 morts depuis 2023, c'est-à-dire à peu près un tiers des morts enregistrés dans les prisons israéliennes depuis 1963. Ah oui. C'est-à-dire depuis 50 ans, 60 ans même. Donc c'est une politique. C'est une politique de mauvais traitement, de torture, voire de condamnation à mort, à petit feu, dans ces prisons. Oui. Exactement. Un rapport est sorti en novembre 2025 de médecins, Physicians for Human Rights, médecins pour les droits humains, la branche israélienne. Elle documente réellement les tortures, les disparitions forcées, l'empêchement des familles de visiter leurs malades, leurs proches dans les prisons, l'interdiction à la Croix-Rouge internationale de rendre visite aux prisonniers. C'est des prisonniers qui sont livrés à des geôliers sadiques ou fascistes, beaucoup moins fréquemment à des personnes qui gardent un grain d'humanité. Il y a vraiment une urgence absolue que l'État français se mobilise pour sauver Dr Hussam Abou Safiya. Autrement, il n'aura aucune excuse à présenter à ses citoyens. Alors j'ai lu dans le communiqué du collectif qui s'est rendu auprès du ministère des Affaires étrangères que vous avez demandé en définitive à ce que l'ambassadeur d'Israël, qui représente cet État en France, soit convoqué sur cette question pour qu'on exige auprès de lui la libération du docteur Hussam Abou Safiya. Et si j'ai bien compris, la réponse a été évasive. Oui, elle a été très évasive. Oui. Docteur Venet, donc du CHU de Grenoble. D'abord, je voulais juste un instant revenir sur cette histoire de convocation de l'ambassadeur. La réponse a été la suivante. Elle a été « je vais transmettre au ministre ». Nous avons cet après-midi même envoyé un mail donc à la personne qui nous a reçus pour savoir ce qu'il en est, si des démarches sont en cours pour cette convocation. Je précise que nous sommes le 30 juillet aujourd'hui. Oui. Et donc, la délégation a été reçue le 24 juillet, merci. Et donc, nous avons, 6 jours après, envoyé un mail de relance pour avoir la réponse du Quai d'Orsay, puisque la réponse qui nous avait été faite, c'est que le ministre serait prévenu. Et je vais maintenant vous faire part de 3 discussions que nous avons eues. Parce que cet entretien, à mon sens, et ça fait quand même pas mal d'années que je milite dans le syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière, j'ose à peine dire combien. À mon sens, c'est la délégation la plus importante, la plus historique à laquelle j'ai pu participer. Il faut savoir que vous aviez donc un représentant des médecins de la CGT, de Force ouvrière, du syndicat des pédiatres, l'association médicale de défense de la déontologie et l'UJFP, comme vous l'avez mentionné. Et nous avions aussi un secrétaire d'union départementale qui nous a accompagnés. Et nous avons présenté les choses de la manière suivante, que nous étions chacun mandatés par nos organisations. Ce qui était vrai, car dans chacune de nos organisations, il y a eu des grosses discussions. Et donc, nous étions là en représentation de nos organisations propres. Ce qui était parfaitement démocratique, contrairement à un collectif qui ne représente pas forcément, qui ne représente pas toujours ce qu'on croit. Là, c'était des organisations clairement identifiées et impliquées de longue date. Par ailleurs,
euh, nous avons indiqué à la fin de la délégation que nous allons faire un compte-rendu. Vous l'avez évoqué déjà, ce compte-rendu. Euh, Si on peut renvoyer vos auditeurs à des informations complémentaires, je pense qu'il faut qu'ils se procurent ce compte-rendu. Mm. Parce que ça permet de bien comprendre où on en est et de bien comprendre le bras de fer qui est en train de se mettre en place. Nous avons On hésité. mettra en ligne dans le Ouais. descriptif YouTube de cette vidéo un lien vers le compte-rendu. Oui. Ouais, super, super. Et lorsque nous avons dit que nous allions faire un compte-rendu, la sous-directrice pour le Moyen-Orient et le Levant et l'Égypte qui est en face de nous a un petit peu changé de couleur. Elle a dit non, non, c'était une rencontre informelle. Nous lui avons dit que ça n'avait rien d'informel et nous avons échangé avec elle le contenu du compte-rendu. Elle nous a expliqué qu'elle n'avait pas exactement dit ça. Nous avons corrigé et nous avons enlevé son nom pour pas lui mettre une pression supplémentaire. Et elle nous a indiqué qu'elle nous remerciait lundi matin. Le lundi à 11 heures, il y avait une demande de ces autorités, c'est-à-dire du ministre lui-même, que nous ne diffusions pas le compte-rendu. Et nous avons hésité. Et nous avons assez rapidement décidé de le diffuser. C'est pour ça que vous voyez bien dans le compte-rendu que nous avons précisé l'heure de rédaction, c'est-à-dire le lundi à 14h30, alors qu'il avait été rédigé dès le vendredi. Mais il y a eu pas mal d'échanges. Donc c'est un compte-rendu complètement consensuel, complètement conforme à la discussion. Et ce qui me paraît important, c'est que le ministère nous a dit que puisque c'était comme ça, il ne voudrait plus nous parler. Et, et je pense qu'il va quand même être obligé. Alors, il y a eu une discussion entre nous, c'est la première discussion que je veux aborder. Certains pensent que on ne sera plus reçus et ils nous parleront plus. Moi, je pense le contraire. Je pense devant l'effet et la puissance de ce compte-rendu et de cette délégation, le ministère va être obligé de continuer à parler avec nous. D'autant plus, et c'est la deuxième discussion, Mm. d'autant plus que nous étions soutenus et accompagnés physiquement par Madame Mathilde Panot, la présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Mm. Ce qui a contribué à augmenter la légitimité pardon, et la puissance de notre délégation. Et il y a eu une discussion parce que plusieurs collègues, et je suis obligé de concéder que j'en faisais partie, on n'était pas tellement nombreux, mais on était réticents à accepter sa venue. Et parce que c'est notre tradition d'être sur le terrain syndical et uniquement syndical, de ne pas se mélanger avec les questions politiques. Mais nous sommes dans une situation, et comme vous l'avez bien expliqué, la situation du docteur Abou Safia est emblématique, et elle rassemble tout le monde, et elle est connue, et les détails sont sordides. Mais c'est la situation de milliers de prisonniers ou même d'otages palestiniens. Et c'est la situation de toute la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Sud-Liban, et j'en passe. Et donc, l'enjeu et la pression est extrême. Les députés, de leur côté, 19 députés avaient demandé à être reçus sur cette même question de la libération du docteur Abou Safia. Comme ils n'ont pas été reçus, nous avons accepté le soutien de Madame Mathilde Panot. Et elle a été d'un soutien précieux. Son intervention était excellente. Tout le monde a été très content de son intervention et de son soutien. On était aussi soutenus par le Conseil de l'ordre français, en plus de l'Association mondiale médicale dont vous avez parlé. Le Conseil de l'ordre des médecins. Le professeur Oustrik lui-même. Oui. Conseil de l'ordre des médecins. Oui. Le professeur Oustrik nous a adressé un message comme quoi il soutenait notre démarche. Ce qui est un précédent historique, encore une fois, de voir tous ces gens réunis sur une seule cause très précise. Moi, je n'avais jamais vu ça avant. Et je m'en félicite. Je ne peux pas tellement m'en réjouir parce que dans la situation, la joie n'est pas vraiment de mise. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a des gens qui s'étonnent que la pression de notre corporation parce qu'il ne s'agit pas que des médecins, hein, de toutes les personnes qui sont censées à tous les niveaux s'opposer au soutien que beaucoup de gouvernements, les Américains en premier, mais la France aussi, le soutien qu'ils apportent à l'État d'Israël et à ces agissements présents, il y a une énorme pression. J'ai discuté avec deux collègues infirmières, pas plus tard qu'hier, qui disaient oui, mais le problème, c'est que c'est une attitude quand même qui est antisémite.
J'ai été obligé de discuter pendant 3 quarts d'heure pour leur démontrer qu'il n'y avait rien d'antisémite dans notre démarche, bien au contraire. Et d'ailleurs, il n'y a rien de juif dans la politique qui est menée par le gouvernement israélien en ce moment, d'après ce que me disent tous mes confrères ou qui pratiquent la religion juive. Et donc, sur cette question, il a fallu quand même beaucoup expliquer pour dire qu'il y avait absolument zéro antisémitisme dans la démarche qui est la nôtre. Et j'indique qu'il s'agit quand même d'une pression qui est énorme, parce que toutes les personnes qui nous écoutent, je pense, ou en tout cas qui sont autour de la table, n'ont aucune difficulté avec ça. Mais il y a eu une telle pression que la difficulté a été mise dans la tête des gens. Et pour illustrer mon propos, mon organisation, en octobre 2023, a sorti un tract pour dire cessez le feu, arrêtez les bombardements. À partir du moment où le premier bombardement avait eu lieu sur l'hôpital du nord de Gaza, le premier hôpital qui avait eu un ordre d'évacuation et qui a été bombardé par la suite. Votre organisation, c'est FO, hein, c'est le syndicat FO des médecins hospitaliers. Oui, c'est ça, le SNMH FO, tout à fait. Et nous avons été immédiatement attaqués par l'Association des médecins israélites de France, qui n'est rien d'autre, qui ne représente pas grand-chose, qui n'est rien d'autre qu'une officine du CRIF et probablement avec des liens très importants avec les services secrets israéliens. Et donc, ils ont tout de suite vu on ne les connaissait pas, on ne savait même pas qu'ils existaient, et ils nous ont attaqués devant le Conseil de l'Ordre. Et j'ai été attaqué personnellement, puisque j'étais signataire, à l'époque secrétaire général du tract. Comme quoi, notre tract leur prêtait une intention génocidaire. Et que comme nous parlions de bombardement, alors que c'était simplement des explosions, selon leurs termes qu'il y avait eu, ils nous ont poursuivis devant le Conseil de l'Ordre. Il y a eu une médiation. Ils nous ont demandé de modifier notre tract. On ne l'a bien sûr pas fait, on a expliqué pourquoi. Nous sommes ensuite allés à la conciliation selon la procédure article 56 du Code de déontologie médicale. Et la procédure est toujours en cours. Je pense que la chambre disciplinaire de première instance, qu'on appelle le conseil régional, est un peu embêtée parce qu'aujourd'hui, il n'est plus tellement en question de discuter si on leur prête ou pas une intention génocidaire. Il apparaît aux yeux de tout le monde que c'est le cas. Et mon collègue, le docteur Mahfouz, expliquait que c'était une chose qui n'était pas nouvelle. Et je sais qu'il a raison. Il y a une chose qui est nouvelle, c'est que maintenant tout le monde le sait. Avant, les personnes qui s'intéressaient ou qui étaient bien informées savaient ça. Mais aujourd'hui, il est impossible de l'ignorer. Vous parlez des détentions massives, sans jugement, accompagnées de mauvais traitements. Je parle de la torture, je parle de l'intention génocidaire. Je parle de l'intention génocidaire. Et nous-mêmes, qui nous étions jamais intéressés à cette question avant qu'on bombarde, je veux dire, le SNMH-FO n'a pas de branche internationale. Nous ne nous intéressons pas aux conflits internationaux. Nous nous sommes intéressés, et par la force des choses, parce que ça a été médiatisé, parce qu'on avait bombardé un hôpital et qu'on avait demandé d'évacuer les malades, ce qui était quand même un précédent. Et donc, c'est là que nous avons réagi. Et de fait, nous sommes devenus mieux informés de la situation. Et comme beaucoup de confrères et comme beaucoup de personnes dans notre pays. Et donc voilà, la chose qui est nouvelle, c'est qu'il y a une médiatisation complète, totale, qu'il est impossible de l'ignorer, et que la seule défense désormais des gens qui disent qu'il faut maintenir, que l'Israël a le droit de se défendre et que donc il faut les maintenir tels qu'ils sont et les soutenir, la seule défense, c'est la désinformation. C'est de désinformer. Et petit à petit, cette désinformation prend de moins en moins. Et on voit, vous avez cité l'exemple de l'AMM, mais bon, on n'a pas le temps de citer trop d'exemples, mais on voit que de plus en plus d'organisations internationales, de mouvements, de personnes individuelles prennent conscience que ça ne peut plus durer. Et je pense que c'est pour ça que le ministère des Affaires étrangères a été amené à nous recevoir, pour voir un petit peu comment s'exercent les pressions et comment on peut sortir de là. Ce que vous disiez sur la volonté du ministère qu'il n'y ait pas de compte-rendu est quand même tout à fait intéressant. Voilà, et le fait que vous ayez choisi de passer outre est très important. Je rappelle que dans le descriptif de la vidéo qui va diffuser cette émission, on mettra un hyperlien qui permettra de lire ce compte-rendu. Professeur Chabano, je vous donne la parole. Je partage tout ce que disait Cyril
avant moi, je pense que quelque chose est en train de se passer. Je pense que le nombre de témoignages dans d'autres pays à propos de notre collègue et de l'urgence à le libérer est en augmentation. On voit bien qu'il y a un tournant à ce niveau-là. Je pense que justement le ministère doit bien sentir que c'est ce qui se passe. Le fait que le Conseil de l'ordre et que le professeur Oustric ait pris une position très ferme, alors qu'on connaît sa façon de gérer les choses habituellement, et plutôt autoritaire et il ne sait pas faire, me semble aussi un élément très important. C'est une institution qui est assez conservatrice. Voilà, l'ordre des médecins, qui est réputé, il est plutôt du côté conservateur, subversive. Comme souvent. Et le fait qu'un certain nombre de collègues se sont adressés aussi par courrier à des conseils régionaux et ont eu des réponses assez favorables généralement pour appuyer aussi notre démarche de libération et de prise en charge actuelle de notre collègue et de faire réagir les ministères dans les différents pays. Je pense qu'il y a quelque chose d'important qui se passe et c'est pour ça qu'on va continuer, nous aussi, à poursuivre notre combat pour cette libération. Je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Docteur Mahfouz, est-ce que vous êtes toujours avec nous ? Oui, je m'inscris dans tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, effectivement, et j'insiste sur le fait que notre gouvernement est à la traîne par rapport à des décisions urgentes, que la France, dans sa tradition, dans son histoire, dans sa politique étrangère, devrait prendre immédiatement pour sauver la vie de Dr Abou Safiya et pour imposer un respect du droit international. Le gouvernement doit assumer vraiment ses responsabilités devant cette urgence. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs. Voilà. L'un d'entre nous a dit à notre hôtesse du ministère, la France s'honorerait de prendre une position correcte sur ce sujet et de demander clairement la libération du docteur Hussam Abou Safiya. Et ça, je pense que c'est totalement juste. Si je reprends les termes du communiqué, c'est quand même intéressant, on n'en a pas encore parlé. On vous a répondu, en particulier concernant la perspective de libération de ce médecin et des autres, que en réalité, fondamentalement, ce sont les Américains qui décident. Oui. Je cite le communiqué qui cite l'interlocutrice, puisque en fait, c'est le plan Trump qui va devoir prévaloir. Et l'interlocutrice ajoute que pour l'instant, il y a du mal pour faire entrer simplement des piquets de tente. Oui. Sur place. Donc ça en dit long sur la manière dont finalement nos autorités sont résignées au départ, si on ne les pousse pas, à être simples spectateurs, quoi. Et je cite toujours ce communiqué. On vous a dit aussi, cette fois-ci, lorsque vous avez posé la question des pressions, on vous a répondu que cela prenait beaucoup de temps, que ça ne pouvait se faire qu'au niveau européen. Exactement. Seulement dans ce cadre. Et que dans ce cadre, il se trouve qu'il y a des pays qui veulent maintenir l'accord de libre-échange et que donc, là encore, la France est simple spectatrice, quoi. Exactement. Et on prétend qu'on n'envoie pas d'armes parce qu'on envoie des pièces détachées. Alors, il y a aussi cette question qui n'est plus dans le communiqué, mais effectivement, ça renvoie aussi à une sorte de double langage de la part de l'État français. C'est en dit long sur la position française, qui est vraiment absolument pas courageuse. Et on voit bien, par exemple, qu'un autre pays européen comme l'Espagne a un Premier ministre qui a pris des positions différentes. Moi, j'ajouterais que c'est même malhonnête parce qu'il y a 3 jours, l'avion de M. Netanyahou survole la Grèce, l'Italie et la France, alors qu'il y a un mandat d'arrêt international. Voilà, donc au moins ne pas survoler l'espace aérien français aurait pu être plus honnête. Eh oui, qui ne dit mot consent.
Merci beaucoup à tous les trois, donc Dr Mahfouz, Dr Venet, professeur Jaberno, qui faisiez partie de cette délégation qui est intervenue au ministère donc en faveur de Hussam Abou Safia, dont la situation sanitaire est absolument dramatique. Ce médecin, donc je le rappelle, qui est enfermé, qui subit des tortures maintenant depuis 18 mois dans les geôles israéliennes et dont la situation est très représentative. Hein. D'ailleurs, je lisais que Hussam Abou Safia est originaire d'un camp de réfugiés, Jabalia, de la bande de Gaza, où il est né parce que sa famille avait été expulsée lors de la Nakba de 1948, d'un village qui n'est pas très très loin d'ailleurs, hein, hors de la bande de Gaza, dont l'État d'Israël a pris possession pour le coloniser. Donc de bout en bout finalement, hein, de sa naissance à sa situation tragique actuelle, ce médecin est tout à fait représentatif de la situation générale. Il doit avoir 52 ou 53 ans, je crois. Donc, tout à fait ça. Hein, oui. Une campagne internationale a été lancée. J'ai vu qu'il y a plus de 800 000 signatures à une pétition soutenue par l'Association médicale mondiale, qu'on peut facilement aller signer sur Internet. Il y a une campagne d'Amnesty International aussi, de soutien à Hussam Abou Safia. Vous pouvez facilement en prendre connaissance, utiliser le formulaire qu'Amnesty International met à disposition pour écrire aux différents représentants de la nation en France pour qu'ils fassent pression en faveur de ce médecin, en faveur de tous les médecins et de tous les personnels de santé palestiniens. Ils sont très nombreux, qui sont détenus arbitrairement et qui font l'objet de mauvais traitements actuellement dans les geôles israéliennes. Merci beaucoup à tous les trois et à bientôt sur le Média TV. Merci à vous.